Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau François Ekal. Bonjour François. Bonjour. Fondateur de fipeco.fr, le site de référence sur les finances publiques. On va pouvoir décrypter ensemble tous ces sujets budgétaires. À côté de vous, Stéphane Carcillo. Bonjour Stéphane. Bonjour. Responsable de la division Revenus et Travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po. Et Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic. Bonjour Raphaël. Directeur délégué de la rédaction de La Tribune. Alors on va commencer par les comptes de la Sécu. On pensait s'en être débarrassé, ça a été voté le 9 décembre, il y a moins de 2 mois. Et pim, patatras, fin janvier, le Haut Conseil pour la protection sociale, groupe d'experts spécialisés dans l'analyse des comptes de la Sécu, a publié son rapport annuel hier. Et bien ce rapport, il tire un peu la sonnette d'alarme sur les comptes de la Sécu. François Ekal, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ce qu'ils nous disent d'abord, surtout, c'est que le déficit de la sécurité sociale ne va pas quasiment pas diminuer en 2026 par rapport à 2025 dans ce qui est voté dans la loi de financement de la sécurité sociale. Alors optiquement, il diminue. Il passe de 24-25 milliards d'euros à un peu moins de 20. Sous la barre des 20 milliards. Voilà, sous la barre des 20, mais c'est assez optique parce que ça vient, disons, de transfert de l'État. Voilà, l'État va verser un peu plus d'argent à la sécurité sociale. Dans le budget, il y a vraiment deux blocs. Il y a celui de l'État, on le voit d'un côté, c'est le projet de loi de finances, et vous avez en parallèle le budget de la sécurité sociale, qui est vraiment un objet séparé. Mais, tout à fait. Mais bon, là, on a branché des tuyaux un petit peu ensemble. Entre les deux, c'est assez obscur. Non, mais est-ce que ça veut dire qu'on est en train de manipuler les comptes ? On va parler très clairement, François. Non, c'est pas une manipulation des comptes, mais ça veut dire en tout cas que ce qu'on fait gagner à la Sécu, l'État le perd. Et donc, globalement, quand on parle de déficit public ou de dette publique, on parle de l'ensemble. L'État, la sécurité sociale, les collectivités locales. Donc, cette mesure qui permet de réduire le déficit de la sécurité sociale, ça n'a aucun effet sur le déficit public. On apporte 4 milliards à la Sécu, on les enlève au budget de l'État, on déshabille Paul pour habiller Pierre. Donc c'est quelque chose qui se fait régulièrement, ça Ah oui, oula, ça c'est toujours fait. Ça devient, il y a les circuits budgétaires entre l'État et la sécurité sociale sont devenus totalement illisibles, incompréhensibles. Je pense qu'il y a 3 personnes qui comprennent ça en France. On en a un des 3 sur le plateau. On va en profiter pour décrypter. Je pense qu'il n'y a que 2 ou 3 initiés à la direction du budget, au ministère des Finances et à la direction de la sécurité sociale qui comprennent quelque chose. Moi, ce que je me contente de faire dans une des fiches sur le site de Fipeco, c'est de reproduire une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale qui décrit ces circuits budgétaires. Vous pouvez aller la voir, c'est très amusant, c'est horriblement compliqué, c'est incompréhensible. Voilà. Bon. Donc, une belle synthèse des finances. Alors après, publiques ce que nous a dit le Haut Conseil de protection, c'est que voilà, ça c'est ce qui a été voté. De la protection sociale. Mais depuis, on a appris qu'il y avait 2 nouvelles mesures. Alors une première qu'on aurait pu en effet anticiper, c'est le congé parental d'éducation, puisqu'il a été voté, etc. Après, ce qui était, je pense, ce qui était prévu par le ministère des Finances et de la Sécurité sociale, c'est que ce dispositif ne serait mis en œuvre que dans quelques mois, parce que techniquement, il faut que les caisses de sécurité sociale aient les informations. Enfin, ça ne se fait pas, contrairement à ce que croient les députés, ça ne se fait pas en un jour. En un claquement de doigts, absolument. Et donc, ils avaient mis quasiment rien, et donc il faut rajouter, si on le fait effectivement quand même un peu plus tôt et qu'on arrive à le faire... Oui, parce qu'il faut expliquer qu'un amendement de la France Insoumise a été adopté en toute fin de parcours budgétaire et l'a appliqué dès le 1er janvier 2026. Oui, mais ça ne sera jamais Sauf qu'on vote des lois et que c'est inapplicable. Voilà. Absolument pas derrière. Voilà. Quoi, si mais bon, mais même si on le fait, on arrive à le faire quand même au 1er juillet, etc. C'est vrai qu'il y aura peut-être 100 ou 200 millions d'euros. Oui. À la limite, c'est dans l'épaisseur du trait par rapport à cette prévision de 25 milliards de déficit. Il y a une mesure qui est un peu moins dans l'épaisseur du trait, mais alors qui apparemment a été décidée après, c'est que pour alléger la facture d'électricité des Français, on va baisser alors en fait c'est une espèce de contribution que payent d'impôts que payent les consommateurs d'électricité sur leur abonnement, sur leur abonnement pour financer le système. Alors le système spécial de retraite des agents des industries électriques et gazières qui ont un régime spécial de retraite. Attendez, vous êtes en train de nous dire que quand on paye notre abonnement EDF, on paye un régime spécial de retraite. Oui.
vous payez une contribution qui finance Formidable, en partie ce système de retraite des agents d'EDF et des autres. Voilà. Et donc, on va réduire un peu cette contribution, mais donc ça veut dire qu'il y a moins d'argent qui va arriver dans les caisses de ce régime de retraite. Voilà, il y a ces 500 millions. Voilà, donc c'est pas totalement négligeable. Et donc 10 euros par ménage et par an. Je suis pas sûr que ça change grand-chose au final. Ça va plutôt aggraver le déficit de ce régime de retraite. D'accord, de 540 millions d'euros du coup, puisque c'est la sécurité sociale qui doit le passer. Bon, Stéphane, je vous vois le regard sceptique en entendant le bilan clair, lucide, argumenté et pédagogique de François Écal. On a un peu l'impression qu'en matière budgétaire, on a perdu toute boussole quand même ces dernières années. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de pilotage à long terme. Et je pense qu'il faut rappeler quand même qu'à long terme, on a un vrai gros problème. C'est que le gros de nos dépenses publiques, quand on garde les gros postes, c'est les retraites et la santé. Oui. Si vous ne commencez pas par piloter ça correctement, en gros, vous allez dans le mur. Et en ce qui concerne les dépenses de sécurité sociale qui couvrent la santé, la redistribution, notamment la famille, etc., on a des sujets, c'est que les dépenses augmentent plus vite que la croissance à long terme aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si je prends rien que la santé, par exemple... On vieillit, tout simplement, donc ça coûte plus cher. Les technologies de santé s'améliorent, mais coûtent de plus en plus cher, parce que la technologie coûte plus cher. On a des médicaments, mais qui eux aussi coûtent plus cher. Et donc, en gros... on a des dépenses qui augmentent maintenant autour de 2,5% par an. Alors que notre croissance, elle est, vous voyez bien, on tourne autour de 1%. On est autour de 1, effectivement. Donc, si on pilote pas, en gros, ça va dans le mur, quoi. C'est structurellement déficitaire. Et on peut pas s'endetter. On ne peut pas s'endetter pour se soigner. Dépenses courantes, pour se soigner. C'est pas possible. Parce que ça veut dire qu'on endette nos enfants. On va pas s'endetter pour les dépenses courantes. On s'endette pour l'investissement, pour le futur, mais pas pour de la dépense courante. Donc ça vaut pour les retraites, ça vaut pour la santé. Et donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un pilotage à la fois en matière de dépenses pour dérembourser certaines choses, pour faire en sorte que tout ne pèse pas sur la sécurité sociale, mais soit pris en charge par les mutuelles, etc., etc. Le prix des médicaments, le reste à charge, et puis il y a aussi les recettes qu'on évoque. On ne peut pas déshabiller en permanence les recettes de la sécurité sociale, sachant qu'on a déjà un sujet de financement. Oui, les allègements de charges, c'est aussi une réduction des moyens de financer notre sécurité sociale. Évidemment. Alors, par exemple, on a le gouvernement et les gouvernements successifs ont allégé les charges sur les heures supplémentaires. Ça n'augmente absolument pas les heures de travail. C'est prouvé par plusieurs études, dont une que j'ai faite avec Pierre Cahuc il y a des années sur un dispositif précédent. Ça a été remis au goût du jour. Ça ne bénéficie pas aux ouvriers, aux employés. Ça bénéficie essentiellement aux cadres, qui sont d'ailleurs... Donc l'exonération des heures sup, vous n'y êtes pas, vous. Vous n'êtes pas favorable. Non, mais ça réduit les contributions à la sécurité sociale. Ça n'a aucun effet économique sur la croissance. Ça n'augmentera le volume de travail. Ce n'est pas un incitatif à travailler plus. Ça, c'est un exemple. Mais au-delà de ça, plus pour gagner plus. Il va falloir se poser la question de recettes différentes, d'une assiette différente. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a une croissance autour de 1% par an. Ça vient du fait qu'on a un ralentissement de la productivité et des gains de productivité dans notre pays, et d'ailleurs qui est partagé par les autres pays européens et les autres pays de l'OCDE. Où il va falloir à un moment donné se dire, notre financement de protection sociale repose sur les salaires. Les salaires, ils sont drivés par la productivité. Donc ça n'augmente plus comme avant. Donc les recettes ne rentrent plus comme avant. Or, les dépenses augmentent plus. Donc il faut, piloter les dépenses, et deux, peut-être affecter de nouveaux types de recettes. Et donc c'est tout le débat sur la CSG, c'est le débat sur la TVA sociale. Que propose Antoine Fouché, notamment, effectivement. Essayer de remettre à plat, plutôt que de faire des espèces d'ajustements permanents avec des transferts dans tous les sens, essayer de repenser l'assiette sur laquelle on... Et à quoi vous seriez favorable, Stéphane Carcillo ? Il y a un marché qui est extrêmement dynamique, c'est les marchés financiers en ce moment. On vole de record en record. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait faire reposer sur peut-être la fiscalité du capital une partie du financement de notre sécurité sociale ?
Écoutez, c'est une question qui est ouverte. En tous les cas, on peut se poser la question. La CSG, par exemple, c'est un impôt qui porte sur tous les types de revenus, donc c'est une assiette beaucoup plus large, qui inclut aussi les revenus issus du capital. Donc voilà, pourquoi pas penser tout ça. Mais en tous les cas, je pense qu'il y a une remise à plat qui est absolument nécessaire. Et on voit bien que les petits ajustements, bon, voilà, on n'a pas l'Assemblée nationale qui est capable de faire ça en ce moment, malheureusement. Mais on voit que ces petits ajustements ne mènent véritablement nulle part, en fait. Est-ce qu'il faut revoir complètement le système? Le gouvernement, Ludovic, je me tourne vers vous, mais le gouvernement vient de lancer un groupe d'experts pour revoir la répartition des rôles, par exemple, entre l'assurance maladie, on parlait des dépenses de santé, et les mutuelles. Qui doit supporter quoi? Parce que c'est vrai qu'on paye des cotisations sociales, mais on paye aussi nos mutuelles qui sont là pour couvrir nos frais de santé. Qu'est-ce qu'on tire de tout ça? C'est qu'il faut vraiment tout remettre à plat? Ce qu'on tire, et merci à François d'avoir fait œuvre de pédagogie avec beaucoup d'élégance sur ce dossier, parce que c'est une tuyauterie. En fait, ce qui est grave, honnêtement, c'est qu'on ait ce débat-là, un 29 janvier, sur un budget où on sait déjà que dans 11 mois, c'est mort. En fait. Non, mais c'est ça qui est grave, en fait, honnêtement. Ça veut dire que le budget, il est déjà... hors les clous, la Sécu, on visait 19,4 milliards d'euros à l'origine de déficit, on sait déjà qu'on va parler de 20 milliards, les 20, et on n'est pas à l'abri d'autres surprises. Ce qui a été dit un instant par Stéphane, parce que la CSG a été très mal axée dans le budget, il y a des exonérations, il y avait des choses qui avaient été prévues, qui ont été revisitées en urgence dans un patchwork politique. Quand le 29 janvier, dans une entreprise, quand le 29 janvier, sur un budget, on sait déjà qu'on est en dehors des clous, normalement, il y a un conseil d'administration qui tape du poing sur la table. Non, donc on en est là, en fait, dans la gestion. Après, je pense qu'on le sait, on l'a largement commenté, ce budget, il n'a pas d'impulsion, il n'a pas de lecture politique, il n'a pas d'ambition, si ce n'est de satisfaire. C'est un compromis politique, donc un plus petit commun dénominateur. Et j'allais dire, c'est un budget qui ne donne pas une lecture aux Français. C'est-à-dire que la sécurité sociale, évidemment, c'est un budget clé et important. Il y a cette commission qui a été lancée il y a une semaine environ, pour arbitrer comment, à terme, on pourra avoir des transferts avec les mutuelles, se mieux répartir, que ce soit sur les lunettes, sur d'autres choses, enfin revisiter un peu un catalogue et tout ça. Mais j'allais dire, ce transfert, il faut le poser politiquement, c'est-à-dire de se dire jusqu'où on va, que prend en charge la sécurité sociale, plutôt que de faire des choses en loose day, ce qui est vraiment le cas, c'est-à-dire qui ne sont pas portés politiquement, c'est-à-dire de dire aujourd'hui, maintenant il va falloir qu'on change de logiciel. Il y a un chiffre qui est tombé ce matin, je vais juste vous le dire, le fonds souverain à la Norvège, l'année dernière, 565 millions d'euros de bénéfices par jour. Voilà. Donc, par jour. Voilà. 565 millions d'euros de bénéfices par jour. Donc il va peut-être falloir que la France change de logiciel. Plutôt qu'on essaye de faire... on est chercher la richesse là où elle est. Voilà. Plutôt que de faire des patchwork qui ne fonctionnent plus. On bricolait l'année dernière avec des clous. Cette année, on bricole avec du scotch. Donc l'année prochaine, je ne sais pas comment on va bricoler. Mais ce budget est déjà... caduc. Non, mais dérape. On est le 29 janvier et déjà on dérape. Si vous avez des questions sur le budget, n'hésitez pas à réagir sur mon compte Twitter @legenra et LeGenRA. Je les relayerai durant l'émission. Alors là, on a parlé de la copie sécurité sociale. On termine là l'examen du budget de l'État. Aussi, alors un petit peu à la bourre, normalement c'est fin décembre. Bon, on terminera mi-février comme l'année dernière. Ça a tellement explosé dans tous les sens et ça a duré tellement longtemps que plus personne, même les plus friands de matière budgétaire, ont arrêté de suivre les zigzags permanents autour de la copie budgétaire. Il n'empêche qu'on arrive à la fin, François Ekal. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette copie 2026 ? D'abord, on a beaucoup parlé d'impôts, de taxes Zuckman, de taxes sur les holdings, de surtaxe d'IS. Est-ce que la folie fiscale qui s'est emparée de l'Assemblée nationale s'est transmise dans les textes au final ? Qu'est-ce qu'on en tire ? Au final, il n'en reste pas grand-chose, c'est vrai, parce que taxe Zuckman, il n'y a pas... voilà, c'est beaucoup de bruit pour rien, c'est ça ? Il y a beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Après, il reste quand même des choses. La principale mesure qui reste, c'est le maintien de la majoration dite exceptionnelle du taux d'impôt sur les sociétés pour cette année, qui avait déjà été créée l'an dernier. Qui devait être exceptionnelle l'année dernière. Et comme bien moi, souvent... je pense que c'est un très mauvais signal. C'est le sujet de ma dernière note sur FIPECO.
En fait, alors si c'était vraiment exceptionnel, tous les économistes disent qu'un impôt exceptionnel, temporaire, c'est pas très grave. Mais encore faut-il que ce soit crédible. Or, la situation des finances publiques est telle, les efforts de redressement sont tels que je ne vois pas comment on fera pour finalement ne pas la pérenniser. On rappelle combien il nous faut d'ici 2029-2030 pour revenir à 3%. Arriver à trouver une centaine de milliards, au moins. À un moment où il va falloir augmenter nos dépenses militaires si on veut atteindre la cible de l'OTAN de 45 milliards, et si on veut respecter nos engagements en matière de lutte contre l'effet de serre, c'est aussi à peu près 40 milliards de plus chaque année d'ici 2030. Donc on va augmenter les dépenses de 100 milliards, il va falloir trouver 100 milliards en plus pour réduire le déficit. Voilà, donc je pense... Être ambitieux. Un point de PIB environ par an. Un point de PIB, voilà. Et donc comme la seule chose que les députés sont capables de faire, on vient de le voir justement, c'est d'augmenter les impôts sur les grandes entreprises, parce que ça, bon, finalement, voilà, les Français sont assez d'accord, donc je pense que cette mesure va être pérennisée. Et ça va avoir des effets très négatifs. Moi, ce que je note, c'est que dans le dernier rapport de l'OCDE sur l'impôt sur les sociétés, désormais, avec cette majoration, le taux de l'impôt sur les sociétés en France, il est de 36%, c'est le premier des 145 pays couverts par ce rapport de l'OCDE. Alors, on a le taux d'impôt sur les sociétés le plus élevé sur 145 des pays riches. Des pays, mais plus que les pays riches. Plus 145. 145, il y a la Chine, il y a il y a l'Inde, il y a tout en 145. Eh bien, champion du monde. On est les champions du monde. Alors certes, il n'y a pas que le taux de l'IS, il y a aussi, il faut tenir compte de l'assiette, des réductions d'impôts, puis il n'y a pas que l'IS, etc. Mais c'est un très mauvais signal. Et toutes les études économiques montrent que ça a un effet négatif sur l'investissement. Donc, c'est une très mauvaise idée. L'INSEE, dans sa note de conjoncture au mois de décembre, a fait un encadré sur la surtaxe 2025, la version 2025, en expliquant que ça n'avait eu aucun effet sur l'investissement des entreprises. Parce qu'on pouvait, et d'abord, pour le moment, on ne voit pas grand-chose, on a juste un an, on pouvait considérer en effet que c'était exceptionnel. Et là encore, à nouveau, un prélèvement exceptionnel qui arrive une fois, vous êtes sûr que ça ne va pas recommencer la deuxième fois, vous ne modifiez pas vos comportements, vous ne modifiez pas vos investissements, parce que les décisions d'investissement, elles se prennent justement avec des perspectives de long terme. Inverse, ça va de vers bonjour les dégâts. Là, le problème, c'est que ça dure. Et à partir du moment où ça devient durable et que les entreprises vont considérer que c'est durable, ça risque d'avoir des effets. Ça dure, mais ça va devenir même une martingale budgétaire, Stéphane, cette surtaxe d'IS. On voit bien qu'effectivement, on a 8 milliards là qu'on peut lever assez facilement sur seulement 300 groupes qui ne votent pas, donc sans conséquences politiques. Ça veut dire qu'elle est partie pour durer, cette surtaxe ? Écoutez, franchement, je ne sais pas, je pense que je suis tout à fait d'accord avec François Heckel, c'est un très mauvais signal dans un contexte où on a on a un problème de sous-investissement. Et de partout ailleurs, on baisse le taux d'impôt sur les sociétés, aux États-Unis, en Allemagne, mais le gros ailleurs. sujet pour la France, à nouveau, il y a deux gros sujets pour notre économie et nos finances publiques, c'est l'emploi, et l'investissement. Donc, l'emploi pour finalement générer des recettes et soutenir le PIB par habitant, et l'investissement pour la productivité, pour que chaque heure travaillée produise plus. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de productivité. Et on a un problème de sous-investissement, notamment de sous-investissement en R&D, qui sont des dépenses à très long terme, qui coûtent cher, qui sont souvent un rendement très incertain. On a le crédit impôt recherche, on a le plus gros crédit d'impôt recherche au monde aussi. Pour le coup, il est assez mal ciblé. C'est un problème, c'est qu'on a un problème de ciblage sur le crédit impôt recherche. Mais donc c'est pas un bon signal du tout. Ça va pas dans le bon sens, à mon avis. Et ça donne vraiment l'impression que finalement, on cherche à fonctionner de manière en urgence parce que tout simplement, on n'est pas capable de gérer la dépense ou de remettre à plat l'ensemble des prélèvements. Et il faut dire aussi autre chose, c'est que on a étudié énormément d'ajustements budgétaires au cours des 30 ou 40 dernières années des pays en déficit. Et on l'a déjà dit sur ce plateau, mais il faut le rappeler. Quand on veut faire un ajustement budgétaire qui soit efficace en termes de réduction du déficit, mais qui ne pèse pas sur la croissance dans les années qui viennent, il faut faire... fameux effet multiplicateur. Voilà, il faut faire essentiellement une réduction de la dépense facilement aux 2/3 ou aux 3/4, et n'augmenter les impôts, n'avoir une contribution de l'augmentation des impôts
que pour un tiers ou un quart. C'est très intéressant ce que vous dites, Stéphane Carcillo, parce que j'ai repris les chiffres du budget de la Sécu ce matin. On a multiplié par 3 les impôts par rapport à la copie originale du gouvernement et on a divisé par 3 les économies. Donc on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. On fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire que je pense que le déficit, enfin la trajectoire qu'on a pour ce budget et pour le budget de l'année précédente, et malheureusement peut-être pour le budget prochain, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire, de ce qu'on sait qu'il faut faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que on va avoir finalement très peu de baisse de dépenses, un problème de déficit qui va se reposer dans les années qui viennent, et surtout, on alourdit la barque. C'est-à-dire que le bateau va avancer de moins en moins vite. Et donc la croissance ne va pas repartir, et donc les rentrées fiscales vont être de moins en moins importantes parce qu'on arrive un peu au maximum de la courbe de l'affaire, et donc c'est très mauvais pour la croissance. Donc c'est ça qui est vraiment inquiétant, c'est que je pense qu'on plombe aussi la croissance pour les années qui viennent. Et la boucle, par rapport à ce que dit Stéphane, la boucle est bouclée, parce que rappelons-nous, je crois qu'on est tous d'accord sur le côté patchwork de ce budget qui n'a pas d'impulsion, mais rappelons-nous le discours original. Au début, on parlait d'un objectif de 4,7% en termes de déficit. Ouais. Aujourd'hui, on est à 5%, parce que on pourrait encore se dire, et si avec tout ça, on a ralenti l'effort en mesures, plus. on arrive à tenir la barque, 5% commence à sembler un peu du miracle, et j'allais dire, le Cornus en remet à la croissance en espérant que la croissance tienne. L'Allemagne vient de réviser à la baisse sa croissance. L'Allemagne vient de réviser à la baisse. Donc ça veut dire que non seulement, j'allais dire, par rapport à un diagnostic qui est relativement clair et partagé, on ne met pas en place les bons remèdes, mais en plus ces remèdes vont probablement ne pas aboutir à l'objectif qui a été posé. Donc pour tenir les 5% de déficit en fin d'année, ça va être coton pour la France. Et peut-être même donc du coup, sur la croissance. On a tout faux. Bon. On a vraiment tout faux. Est-ce qu'on a des économies quand même dans ce budget, François Hickel ? Sur la sécurité sociale, il n'y a quasiment rien. Et sur l'État, oui, il y a des économies, je dirais, un peu, mais un peu forfaitaires sur un certain nombre de ministères. Globalement, les dépenses... C'est quoi ? C'est du rabot entre les ministères, on va aller taper dans la trésorerie des agences de l'État, parce qu'on fait un peu chaque année. C'est ce genre de choses qu'on fait chaque année qui font que, hors défense, parce que le budget de la défense augmente, quand même, hors défense et hors charge d'intérêt, on a plutôt une baisse des dépenses, c'est vrai, mais parce que voilà, on rabote par-ci, par-là. Mais le sujet de la dépense aujourd'hui, il est du côté des pensions, des dépenses de santé, bref, de la sécurité sociale, ou il est du côté de l'État. Est-ce que l'État est dispendieux ? Non, si on regarde la répartition des dépenses publiques, 25% des dépenses publiques, c'est les retraites. Un quart des dépenses publiques, ce sont les retraites. 20% des dépenses publiques, c'est la santé. C'est ça, les deux gros postes. Donc on a quasiment la moitié de nos dépenses entre les deux, là. Bien sûr. Et 20% des dépenses publiques, c'est les collectivités locales. Les collectivités locales qui, pour moi, sont beaucoup plus dispendieuses que l'État. Les dépenses de fonctionnement de l'État et de ses agences, comme on dit, etc., c'est 12% du total. Et l'État, il a fait des efforts. Je cite souvent un chiffre. L'évolution des emplois dans la fonction publique depuis 97, parce qu'on a des séries depuis 97. Sans même compter les emplois qui ont été transférés de l'État aux collectivités locales à la suite de la décentralisation. Dans les collectivités locales, c'est plus 45%. L'État, c'est plus 7%. Parce qu'il y a eu une baisse des effectifs de l'État pendant la période Sarkozy. Alors après, c'est remonté. Les élus vous diront, effectivement, on a décentralisé. Des efforts. Oui, mais je ne compte même pas. Si je comptais les emplois qui ont été transférés par l'État, plus que ça serait plus que 50%. Bien sûr, ça serait beaucoup plus. Bon, et les sénateurs sont là chaque année pour tous les ans, les sénateurs sont là pour dire on ne touche pas aux collectivités locales. Trop d'efforts. Donc des solutions, là, si... J'ai vraiment envie que dans cette émission, on fait des constats lucides, mais qu'on donne des solutions. Donc la bonne voie, ça serait, si je vous entends, quoi ? Un gel des retraites, une réorganisation des dépenses de santé entre l'hôpital, le soin de ville, c'est quoi ? Quelle est l'urgence ? Quel est le message à faire passer à ceux qui nous écoutent ? François, on commence par François, Stéphane et Ludovic. Les retraites. Les retraites d'abord et avant tout. Les retraites d'abord. Il y a une mesure. Qu'on devait geler dans ce budget. Et puis, les retraites d'abord. L'âge de départ à la retraite.
s'il y a une mesure qui permet à la fois de réduire le déficit assez vite, réduire les dépenses, mais aussi en même temps, et c'est assez rare de trouver ce genre de mesure, de stimuler la croissance à moyen long terme, c'est le recul de l'âge effectif de départ à la retraite. Alors on peut discuter des moyens pour y arriver, mais il faut y arriver. Et donc voilà. Donc là on l'a fait à contresens, on a gelé la réforme, on a pris, encore une fois, on part à contresens, retraite. Stéphane Carcillo. Oui, évidemment, numéro 1, retraite. Je pense qu'on sera tous d'accord. Numéro 2, santé. Retraite et santé, ce sont les 2 postes qui ont le plus contribué ces dernières années au déficit. C'est vraiment là que ça fuit de tous les côtés. Et je suis tout à fait d'accord avec François Ekal que, pour le coup, les dépenses de l'État centralisé, ça n'a pas été vraiment le sujet. C'est pas le sujet central. On voit bien que l'État le fait parce que c'est à sa main et qu'il faut le faire, mais c'est pas du tout le sujet central. Et puis il y a une paupérisation des services aussi, voilà. On le voit dans l'enseignement, dans la justice. Donc retraite numéro 1, santé, et ensuite, je pense que on peut remettre à plat un certain nombre de dépenses fiscales, ce qu'on appelle les niches fiscales et sociales. Il y en a 80 milliards quand même. Alors, certaines sont efficaces. Ça a disparu du budget aussi du PLF 2026. Pour booster la croissance économique et l'emploi, certaines sont efficaces, certaines sont moins efficaces. Oui. Moi, je connais bien le sujet des allègements de cotisations, parce que chaque année, on repasse dessus. Les allègements de cotisations qui vont aujourd'hui jusqu'à 3 fois le SMIC, au-delà de 2 fois le SMIC, ça n'a aucun effet sur l'emploi. Il y a 7 à 10 milliards à économiser. Donc voilà, c'est des exemples, et des exemples comme ça, il y en a quand même pas mal. Donc on pourrait aussi remettre à plat ces éléments-là, parce que je pense que dans ces dépenses, ce qu'on appelle ces dépenses fiscales, il y a quand même pas mal de nettoyage également à faire. Bon, j'espère qu'on enregistre cette émission à Bercy, dans les ministères, ministère des Affaires sociales. Pour le prochain PLF, tous les députés devraient nous écouter tous les jours. Non, évidemment, retraite, évidemment, santé, je suis d'accord. Je vais pointer particulièrement l'investissement, parce qu'il faut un choc d'investissement dans ce pays aussi. Faut arrêter de sauver des choses qui ne sont pas sauvables, pour des raisons politiques et tout ça. Oui. Il faut mettre en mouvement ce pays, l'économie de ce pays. Je pense à la robotique humanoïde, je pense évidemment à l'intelligence artificielle, mais aussi à d'autres choses. L'industrie de la défense, sur laquelle il commence à avoir des signaux, parce que ce n'est pas en tentant de se recroqueviller, de défendre ce qui ne va pas être l'économie de demain, qu'on va réussir par ailleurs. Et là, il y a un enjeu. C'est pas un horizon politique, les économies non plus, c'est sûr. Mais ça demande un fléchage intelligent. Stéphane en parlait à l'instant. Aujourd'hui, on se poudre, il n'y a pas de pilotage dans plein d'aides et tout ça, alors qu'aujourd'hui, il y a des choix stratégiques en termes de planification et d'orientation de ce que sera l'économie de demain et les jobs de demain, par ailleurs. Et ça, c'est un enjeu fondamental, et ça va de pair, évidemment, avec tout ce qui est enseignement, éducation. C'était un atout fort de la France. Il ne faut pas le perdre, il faut le reconstruire. C'est un atout sur lequel il devra y avoir une mobilisation aussi forte que la défense.